Et bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur un film d'animation. Et comme je l'ai teasé sur la vidéo Évangélion Conclusion que j'avais fait la semaine dernière, on parle d'un sacré monument de l'animation japonaise, de la science-fiction des années 90. Comme vous le savez certainement, la fin des années 80 et la décennie des années 90, un petit peu aussi début 2000, dans la Japanime, c'est marqué par des films de science-fiction ou des animés de science-fiction extrêmement bizarres. Et effectivement, Evangelion fait partie du lot. On avait parlé d'Akira il y a quelques mois déjà. Et aujourd'hui, on s'attaque peut-être à l'une des autres, si ce n'est la deuxième plus grosse légende de l'animation japonaise de science-fiction des années 90, Ghost in the Shell. Alors, Ghost in the Shell, forcément pour les mêmes raisons, ça fait partie des animés les plus connus. Quand je dis les plus connus, ça veut pas dire que c'est la communauté la plus grande autour de cet univers, parce qu'effectivement, je pense pas qu'il y ait une communauté aussi immense que certains animés plus classiques, on dira, du XXIe siècle, mais simplement que c'est un nom qui évoque toujours quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on prend un animé comme, je sais pas, Naruto, One Piece, ou même l'Attaque des Titans plus récemment, ou Dragon Ball aussi, ça peut rentrer dans cette catégorie, ou encore peut-être d'autres, ce sont des noms, tu les dis à des gens, même des gens qui ne connaissent rien du tout à l'animation japonaise, c'est un nom qui peut vouloir leur dire quelque chose. Parce que ce sont des animés très populaires, voilà, ça a explosé hors du Japon, et même des gens qui connaissent pas la japanime connaissent ces animés. Et Ghost in the Shell, c'est un peu différent. C'est pas pour les mêmes raisons tout à fait que One Piece, c'est pas parce que c'est très connu, c'est plutôt parce qu'il y a un impact phénoménal sur nous, spectateurs européens. Et Akira, c'est exactement la même chose, c'est juste rentrer dans la culture populaire tellement ce film a marqué les esprits. Ghost in the Shell, c'est aussi parce qu'il a marqué les esprits, mais principalement grâce à sa version live action avec Scarlett Johansson en 2017, si je dis pas de conneries. Alors, personnellement, les live action, moi j'ai des gros problèmes quand ça vient d'animé. Moi je déteste ça en principe, mais il faut avouer que celle de Ghost in the Shell, c'est pas la pire. Alors il y a beaucoup d'arrangements d'histoire et il y a beaucoup de changements. On utilise des scènes pas du tout dans la même idée, et finalement on remplace, enfin on change les événements, etc. Et on raconte une histoire qui est complètement différente en fait. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est voilà, c'est pas le pire film live action qu'on ait pu voir dans l'histoire des live action tirés d'animation japonaise. Enfin, peu importe. On va pas parler de ce film sur la chaîne, mais aujourd'hui, on commence du coup une série de 3 vidéos sur des films d'animation qui seront donc consacrés à Ghost in the Shell, avec Ghost in the Shell de 1995 aujourd'hui, Ghost in the Shell Innocence, donc Ghost in the Shell 2 Innocence pour la deuxième, et la troisième, ce sera le New Movie de 2015. Alors même si ce film est un peu moins relié à l'histoire principale, parce que c'est plus Mamoru Oshii qui s'occupe de ce film en fait. Je sais qu'il y a aussi les Solid State Society, les Standalone Complex, enfin il y a différentes choses encore Ghost in the Shell autour de cela. Enfin, l'univers de Ghost in the Shell est assez grand, et du coup on va pas s'intéresser à tout. Les séries d'OAV Standalone Complex par exemple, on va peut-être en traiter dans les vidéos que je ferai sur des animés, après avoir parlé de Steins Gate et Evergarden. Donc voilà, c'est quelque chose que je remets pour plus tard. Donc on va pas parler de tout l'univers de Ghost in the Shell parce que ça va prendre trop de temps et j'ai quand même envie de parler de films d'animation qui sont très différents de Ghost in the Shell. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, on se parle d'un film d'animation qui est donc réalisé par Production IG. Alors Production IG, on avait déjà parlé un petit peu d'eux avec The End of Evangelion, vu qu'ils ont participé à la création de The End of Evangelion, mais évidemment, on peut citer une quantité astronomique de très bons animés qui ont été réalisés par Production IG. On peut citer notamment Holic, ou Triple X Holic si vous préférez, mais c'est Holic simplement, donc des mangas de Clamp bien sûr. On peut citer Kuroko no Basket, on peut citer Guilty Crown aussi, qui est exceptionnel. Moi, j'adore Guilty Crown, hein, c'est un très bon animé, je trouve. Psycho Pass, bien sûr, qui est certainement l'un des animés les plus connus de production IG sur cette dernière décennie. Mais il y a aussi une réalisation sur des films d'animation, notamment les réalisations autour de Pat Labor, les Appleseed également, c'est eux. Donc on est un peu aussi toujours autour de du délire de la SF, hein, on change pas trop, voilà. Et pour en citer un dernier de SF, un très grand film d'animation qu'on te parlera un jour, de manière certaine sur la chaîne, Jinro, la Brigade des Loups. Effectivement, qui est aussi dans cette idée de science-fiction qui est un peu plus réaliste, un peu
qui est ce que j'appelle la science-fiction réaliste, parce qu'on est un peu plus proche du monde réel, quoi. Ça pourrait plus se passer vers chez nous, alors que Ghost in the Shell utilise, voilà, des technologies qu'on n'a pas encore, hein, forcément. C'est de la science-fiction un peu moins réaliste, mais en fait, on s'en fout. Dans la science-fiction, c'est pas ça qui compte, hein. Ce qui compte, c'est l'écriture. Mais voilà. Le film, qui plus est, a été réalisé par Mamoru Oshii. Alors ça, c'est clairement un nom, si vous connaissez la japanime, qui vous dit quelque chose. Alors, outre le fait qu'il a fait les Ghost in the Shell 1 et 2, avec Innocence, hein, bien sûr, également, il a aussi participé à la création des Pat Labor, et un film qui s'appelle The Skycrawlers, qu'il a réalisé un peu plus tard. Mais son œuvre, l'une des plus remarquables, outre Ghost in the Shell, qui je pense est sa deuxième œuvre remarquable derrière Ghost in the Shell, c'est son premier film d'animation long métrage, L'œuf de l'ange. Alors, l'œuf de l'ange, Tenchi no Tamago, il est très, 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 très bizarre. Je l'ai dans ma collection, on en parlera un jour. C'est un film qui n'a quasiment aucune parole et qui n'a donc jamais été traduit parce que, en fait, flemme, hein, je pense. Et que c'est un film qui est très, très, très particulier. Et je pense que c'est l'un des films les plus bizarres que j'ai jamais vu de toute ma vie. Honnêtement, on expliquera pourquoi le jour on parlera Tenchi no Tamago sur la chaîne un jour, évidemment. Film d'animation classique des années 80. Il faut savoir évidemment aussi que Ghost in the Shell, c'est pas une création originale bien sûr, ça vient d'un manga à la base de Shiro Masamure. Alors, c'est personnellement, et je m'excuse, je n'ai pas lu le manga en entier, j'ai lu des bouts, et bah c'est quand même super bien, parce que l'univers de Ghost in the Shell est trop génial, mais c'est... voilà, évidemment qu'il y a des différences, mais comme vous le savez sur la chaîne, on parle pas du détail du manga beaucoup. Je l'ai fait un tout petit peu avec Evangelion, mais je pense que ça va être l'une des seules fois où je vais le faire. C'est pour ça qu'aussi on va beaucoup privilégier. Alors pour les films d'animation, je le fais souvent, mais Ghost in the Shell, on peut pas juste le mettre entre parenthèses juste parce qu'il y a un manga devant. Akira, c'est la même chose. Voilà, je parle pas des mangas sur cette chaîne, on se focalise sur l'animation, et c'est pour ça que je vais essayer d'aller rechercher et vous parler d'animés qui sont plus en création originale. On a parlé d'Evangelion, on va parler d'Evergarden après, et on parle de Steins Gate. Alors oui, il y a un visual novel avant, oui, il y a le manga qui sort avant, mais le manga est un peu éclaté hein, de Steins Gate, on va pas se mentir. Le personnage de Rintaro est absolument nul dans Steins Gate, le manga, alors que dans l'anime il est génial. Donc on peut admettre que c'est une création originale parce que le manga est vraiment presque à mettre entre parenthèses et que finalement la vraie originalité de Steins Gate, ça vient d'une visual novel, donc un jeu vidéo quoi, qui est voilà, que j'ai pas pu jouer malheureusement non plus, mais j'ai déjà vu des gameplays, mais bon, on revient là en temps voulu. Donc évidemment, donc c'est pas une création originale. Le film sort le 18 novembre 1995 au Japon et c'est juste une légende déjà dans l'immédiat. Alors c'est clair que c'est un héritier d'Akira et que c'est aussi d'une certaine mesure un héritier euh, des films américains comme bah, par exemple Blade Runner, bien évidemment, qui est, je pense, l'un des films de science-fiction les plus influents de l'histoire. Et puis, c'est aussi des films de science-fiction avec Akira, et on le ressent plus encore dans Ghost in the Shell, mais Ghost in the Shell va très, très, très fortement influencer le développement d'une certaine trilogie de la fin des années 90, début des années 2000, Matrix. Et d'ailleurs, le fait que l'Animatrix existe, là aussi on en parlera d'Animatrix, de ce parallèle entre le cinéma et l'animation, c'est peut-être un cas unique dans l'histoire de l'animation japonaise et dans l'histoire du cinéma américain, où il y a eu un tel croisement entre les films et l'animation, même si c'est clair que les films sont beaucoup plus connus que l'Animatrix, qui est pourtant un élément essentiel à la compréhension de l'univers de Matrix. Hein. On reviendra là aussi en temps voulu sur ce classique du début des années 2000. Donc, l'univers commence. On est en 2029. Alors, on est donc dans un futur assez proche maintenant, aujourd'hui en 2024, mais on est donc au Japon, enfin on suppose hein, qu'on est au Japon, et on est dans un sacré bordel, disons-le comme ça. Alors, au début, on comprend pas tout. Hein, c'est le propre des films de science-fiction, hein, un peu de pas trop clarifier ce qui se passe. On a des hommes qui discutent secrètement dans un bureau, on ne sait pas qui c'est pour le moment, et un certain Major, c'est donc Mokoto Kusanagai, qui est donc le personnage principal du film, qui va enlever ses fringues, se mettre quasiment nu, et sauter du haut de l'immeuble pour aller flinguer l'un des mecs qui est dans le bureau. Alors que une autre partie de la police, qui s'appelle la section 6, voulait simplement arrêter cet homme. La section 9 s'en est chargée de l'éliminer. Alors, ces éléments contradictoires et cette prise de décision que ces corps, section 6, section 9, qui sont des corps de police, hein, si on veut,
Ils ont l'air d'avoir beaucoup plus de pouvoir que des simples policiers d'aujourd'hui et que surtout qu'il y a une certaine concurrence et certains désaccords qui peuvent être nés entre les sections. Alors, on n'a pas connaissance des autres sections dans le film, mais la section 6 et la section 7, on voit déjà une certaine forme de tension assez forte. Là où le film est très fort dès ses débuts, et Mamoru Oshii dans sa réalisation, même avant le générique en fait de début, c'est de nous montrer ces enchaînements de plans et de ce qui se passe. Si vous observez, en fait, au début de la séquence, on a du coup le Major qui, quand on la voit pour la première fois, qui a ses petits câbles plantés dans la nuque. Elle les débranche, se met un peu nue, pour qu'on comprenne en fait assez facilement, bah voilà, c'est un organisme cybernétique, voilà, il y a une part d'humanité, parce qu'il y a cette nudité quand même, ce corps de femme, et d'un autre côté, il y a ces branchements, donc voilà, c'est un cyborg, enfin une cyborg, même si on l'appelle le Major, oui, c'est une cyborg, oui, c'est bien une femme, hein, d'après mon expertise et mon œil attentif, je crois, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle flingue cet homme dans la pièce, eh bien, il y a une coque, enfin une colonne vertébrale métallisée, et que tu as du métal qui s'éjecte un petit peu. Ça montre quoi, ça? Ça montre que finalement, la personne que l'on croyait comme étant l'humain dans la séquence, en fait, est un robot aussi, enfin, est un cyborg. C'est juste qu'il y a une dissimulation qui a été faite volontairement sur le personnage qu'on croyait homme, et un truc direct qui nous a été montré avec le personnage principal. De telle manière qu'en fait, l'univers, on nous le montre directement, des cyborgs, il y en a partout. Même si des humains réels, donc traditionnels dirons-nous, à 100% humains, certifiés, euh, eh bien, ça existe toujours, hein. On va avoir par exemple les éboueurs qu'on va retrouver plus tard, les mecs qui se font, enfin le mec qui va se faire arrêter, tabasser par le major un petit peu plus tard. Enfin voilà, il y a plein de personnages et même au sein de la section 9, hein, ne serait-ce que Daisuke Aramaki, qui est donc le chef de la section 9, bah lui c'est un être humain. Alors, ça n'empêche de pas peut-être avoir un petit peu d'amélioration, mais voilà, a priori c'est un humain à 100%. Enfin en tout cas, on n'a aucune preuve que c'en est pas un. Mais à vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance dans l'univers, parce que la façon dont le film est tourné, la façon dont on perçoit la société qu'il y a autour de Ghost in the Shell, on comprend assez vite qu'en fait, les cyborgs, c'est quasiment normal, et que peut-être que la grande majeure partie de la population l'est. Et le film ne fait pas le choix de montrer directement un écrasement de la société, c'est-à-dire que les hommes simples seraient genre inférieurs dans la société, etc. Et que pour être haut dans la société, faut être un cyborg. N'en témoigne que Aramaki, hein, voilà, il est quand même assez important, voilà, il dirige la section 9, voilà, mais c'est un homme normal, hein, il n'est pas cyborg, voilà. Il n'y a pas d'écrasement de la société, de telle manière, et là je trouve qu'il n'y a pas cette exploitation dans le premier Ghost in the Shell, mais le film avec Scarlett Johansson en 2017 justement va l'exploiter, c'est les relations. Et le fait est que on comprend dans cet univers, et ça c'est plutôt cohérent dans le choix qu'a fait le film de 2017, que il peut y avoir des relations amoureuses, sexuelles, différentes liens entre les personnes et les cyborgs. De telle manière qu'en fait, il y a une espèce d'homogénéité dans la société. Alors si on se dit ça comme ça, ça a l'air plutôt cool. Enfin voilà, il n'y a pas de supériorisation, c'est pas les machines qui ont pris le pouvoir, ou les hommes qui soumettent les machines, et qu'après ça crée une rébellion, une guerre civile, je sais pas quoi. Non, il y a une espèce d'homogénéité, et que finalement, on essaye de justifier l'humanité des personnes via, en fait, pas leur corps, parce que ça ne vaut plus rien, en fait, les corps humains. C'est pas le corps qui te définit, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on appelle le ghost, et ce qui est donc une âme, l'âme. C'est l'âme des gens qui détermine, du coup, si t'es un humain ou pas. Et donc, si t'es un cyborg, et donc une machine comme le Major, par exemple, t'es quand même un être humain parce que t'as un ghost. Même si ton corps, voilà, il est plus trop humain d'origine, voilà, il y a plusieurs améliorations qui ont été faites, et que même pire que ça, le corps du Major ne lui appartient pas, il appartient à la section 9, et si elle démissionne de la section 9, elle perd son corps. Mais son âme, son ghost, elle le garde. Et donc ça pose des réelles questions. Voilà, le corps, en fait, n'est pas devenu un moyen de dire, toi, t'es un être humain, toi, t'en es pas un. En fait, c'est juste ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai envie de dire, c'est un message qui est assez ambigu, parce que à la fois, on pourrait se dire c'est positif, parce que ce qui compte, c'est pas ton apparence, ça c'est cool, mais ce qui est pas cool, c'est que du coup, ton corps, en fait, c'est juste devenu un élément de commerce, en fait. Et il sert à rien, quoi.
il t'appartient pas, ton corps ne t'appartient pas. Donc ça, c'est le côté un peu plus obscur, qui est la facette, un peu, voilà, noire que du film et de cette société-là. Et je trouve que Mamoru Oshii l'exploite extrêmement bien dans son film, et ça, je pense que c'est peut-être pour ça que Mamoru Oshii est un très grand réalisateur aussi. Pour revenir un peu au début, parce que entre la scène du début et justement le générique, où on va avoir la naissance du Major, hein, qui, bon, pas en direct, on va dire, mais plutôt peut-être des souvenirs, on ne sait pas, où on la voit à poil, en train de se, bah voilà, en train de se naître à travers l'eau. Et la remarque que je me suis tout de suite fait, parce que ces genres de séquences vont se multiplier, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et là, c'est bien la preuve que oui, la nudité dans les animés, il faut arrêter d'en faire tout un sketch. Ça, c'est un élément sur lequel je travaille énormément, et que les exemples ne manquent pas, où la nudité, pour plusieurs raisons, ça peut être des raisons extrêmement différentes, hein, en fonction des œuvres, bah, on peut s'en foutre totalement. Soit le réalisateur fait le choix d'atténuer les corps, comme par exemple la rencontre entre Holo et Lawrence dans Spice and Wolf, qu'on reparlera un jour, qui est là-bas d'ailleurs, et là-bas, voilà. Les terribles thématiques sombres d'un animé comme Elfen Lied, ça je sais pas si on en parlera un jour, j'ai pas envie, mais peut-être que si. Ou alors, ne serait-ce que quand ça rentre dans une thématique, comme par exemple des animés qui dévoilent des corps comme Kill la Kill. Ou alors, même si Kill la Kill fait beaucoup de débats, je le sais, mais on va pas rentrer dans le sujet maintenant. Euh, ou encore, bah, des animés qui utilisent la nudité en fait comme un élément logique du scénario et en fait qu'on s'en fout et qu'on la relève pas, même si elle est pas du tout atténuée la nudité et que voilà, il y a la poitrine de Makoto, elle est dessinée, elle est finalisée, donc il n'y a pas d'atténuation du corps parce qu'on a peur de montrer des trucs. Non, on l'assume complètement et c'est pas le seul animé à le faire. Mais autrement dit, dans cette séquence, on s'en fout. Parce que la nudité n'a jamais été un problème dans les animés, c'est juste le contexte qui pose problématique. Qui pose problème. Le fait d'avoir un personnage qui tombe à poil parce que c'est du fanservice et qu'elle est tombée sur un caillou, ça par exemple, c'est ridicule. Mais le fait qu'on est dans une renaissance, dans un générique à travers un film qui parle de l'humanité et de la question de l'inutilité des corps, eh ben là on peut le comprendre et on peut se dire, bon on s'en fout. La question est de savoir, est-ce que la séquence, est-ce que mettre à poil Mokoto aussi régulièrement était nécessaire? La réponse peut être évidemment que non, mais on s'en fiche. La question serait plus de se dire pourquoi on a pris un personnage féminin et pas un personnage masculin. Est-ce que effectivement on peut relier ça à une certaine forme de fanservice? Ou une certaine forme de désir sexuel autour du personnage féminin? C'est une très très grosse question ça, et à vrai dire, j'ai pas une réponse exacte, parce que malheureusement, il y a des animés qui, on pourrait dire que dire tout ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi et c'est aller trop loin, mais on pourrait dire sur certains animés que bah oui, j'en prends l'exemple de certains harems ou certains animés extrêmement déplacés, où la nudité féminine est clairement à des fins de s'exciter un peu la nouille, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'avais envie de sortir cette expression. Mais il y a des fois où on s'en fout. Mais le truc, c'est que les côtés harem qui ou ecchi qui nous font dire que c'est pas bien, eh bah, ça dégrade en fait l'image de ceux qui ne sont pas dans cette optique-là. Et que non, Ghost in the Shell, désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas un ecchi, hein. On peut le classer de plusieurs choses, légende, science-fiction, exceptionnelle si vous voulez. Bon, c'est pas des genres, mais je m'en fous. Mais en tout cas, cyberpunk évidemment, mais en tout cas pas ecchi. Enfin, je pense que ça paraît assez évident et que je pense qu'il n'y a pas besoin de le prouver. Je pense que c'est assez visible dans le film. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire sur l'ensemble de l'animation japonaise, où la question de la nudité est assez compliquée. Parce que non, c'est pas toujours un problème, mais pourquoi faire toujours autour des femmes? Ça, c'est une question qui est peut-être pas seulement liée au Japon ou au domaine de l'animation, mais plus généralement à l'échelle du monde. Et ça, c'est peut-être un problème qui est aussi dénoncé dans l'industrie du cinéma américain. Donc, et peut-être plus en général dans la société hors de l'art, hein. Donc c'est... Voilà, c'est des grosses questions et je pense que voilà, ça dépasse largement les cadres de l'animation japonaise. Ensuite, on apprend l'existence d'un pirate, un gars qui piraterait du coup des cerveaux, enfin pas des cerveaux, plutôt des ghosts, donc des âmes de certaines personnes proches du gouvernement. Alors on ne sait pas vraiment ce que cette personne cherche, cette personne que l'on va nommer le Puppet Master, qui... Qu'est-ce qu'elle recherche exactement? À tout détruire, à renverser l'ordre établi, un peu à l'image de ce qu'on va exploiter peut-être à la fin de Metropolis, le film dont on a parlé il y a quelques temps, le film animé de Rintaro en 2001, peut-être, ou alors un peu plus dans l'idée, à la fin du film, de Serial Experiment Lane. Haha, classique animé des années 90 aussi,
qui sortira seulement 3 ans après le film. Alors du coup, là, on voit clairement, hein, que Ghost in the Shell, bah, à travers Metropolis, évidemment, même si le manga d'origine et le film encore d'origine est beaucoup plus vieux que l'existence de Ghost in the Shell, évidemment, on voit quand même que Ghost in the Shell a une influence considérable, que ce soit sur les films comme Matrix qu'on a vu, précédemment, mais également sur, des animés comme Charlie Experiment Lane ou exactement ce que je viens de dire, Metropolis. Donc une sorte de renversement de la société. On sait pas trop encore, c'est pas très, très clair si c'est plus une prise de pouvoir ou alors, un effacement de l'humanité. Parce que voilà, les robots sont supérieurs, je sais pas. On n'a aucune idée, donc on va pas commencer à faire des théories fumeuses parce qu'on n'en sait rien. On sait juste que c'est une menace et qu'il faut la neutraliser. Ce Puppet Master utilise un homme qui se nomme Kogi et qui va utiliser une forme de piratage qui lui-même en fait est piraté. Il va pirater un autre homme qui est un éboueur simple et qui va faire croire à cet éboueur qu'il a une femme et une fille et qu'il veut genre pirater lui-même le ghost de sa femme pour arriver à la bah en fait à l'empêcher de divorcer. Très bien, mais cette femme n'existe pas. Et que cet homme, cet éboueur, est complètement célibataire. En fait, ce qu'il essaye de pirater depuis le début, ce sont des ghosts, des âmes, enfin des âmes du coup, des personnes proches du gouvernement, comme l'interprète qui est en train d'être soigné au début de cette affaire. Donc, voilà, c'est un immense coup monté. Donc, en fait, l'éboueur est un pantin d'un mec qui est lui-même un pantin du Puppet Master. Et à la fin, on se rendra compte que le Puppet Master, c'est un peu plus compliqué que ça. Et on sait pas trop qui est derrière ça. Donc, c'est un espèce de complot sur complot sur complot. C'est un peu difficile à suivre au début. Et c'est pour ça que là, même avec mon explication que je viens de donner, c'est peut-être pas forcément le truc le plus clair du monde. Mais voilà, pour l'instant, le film commence. Enfin, on n'a pas encore trop d'informations. Un peu plus tard dans le film, on va avoir une séquence très intéressante qui va nous plonger dans la philosophie de Ghost in the Shell. C'est quelque chose qui est classique dans la science-fiction, qui parle de cybernétique, de cyborg, etc. La question de l'existentialisme vs l'essentialisme. Et à travers la séquence de plongée où Mokoto remonte à la surface et discute avec Batu, qui est donc sur le bateau avec elle, et montre que ce qu'il a défini, bah, c'est sa voix, c'est son apparence, mais aussi ses expériences, son vécu, et le fait que, comme j'ai dit précédemment, leur corps ne leur appartient pas, mais que ce qui leur appartient, c'est leur ghost. Et ce qui les définit, c'est leur expérience, leur vécu. Alors ça, c'est très, très existentialisme. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la science-fiction, qui parle de cybernétique, d'essayer de déterminer si ça penche plutôt d'un côté ou de l'autre. Ghost in the Shell penche très clairement du côté de l'existentialisme, qui est en fait cette philosophie est née évidemment de la pensée humaine, hein, comme toutes les pensées qui sont liées à l'art, hein, c'est évidemment vient d'un mouvement social humain, et ce mouvement social, c'est simplement, depuis la révolution industrielle, le détachement des hommes, et surtout nous, petits occidentaux, de la religion. Alors attention, hein, évidemment, la religion existe toujours, mais la religion était plutôt dans une idée essentialiste. Et aujourd'hui, d'après un peu des petites questions que j'ai posées à des gens que je connais qui sont croyants aussi. Moi, je ne le suis pas, donc je peux pas dire, mais il y a des gens qui sont croyants que je connais, qui ont aussi une part d'existentialisme en disant que je peux devenir qui je veux en me créant Enfin, j'ai une individualité, quoi. Alors, ok, ça peut remettre en question le mode de compétition de notre monde actuel, ça c'est aussi une grosse question philosophique, mais force est de constater que même si l'essentialisme qui a découlé de la religion a plus ou moins disparu dans la société, elle existe toujours parce que il y a justement cet équilibre peut-être entre l'essentialisme et l'existentialisme des gens croyants d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les personnes qui sont croyants, vous me direz s'il y a des croyants parmi vous, ce que vous en pensez de cette question, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, parce qu'il faut encore que je définisse ça, l'essentialisme, ça veut dire qu'on est tous définis comme on est. On ne peut pas Enfin, on a le choix de rien, quoi. Notre destin est écrit et nous n'avons pas le choix de suivre la voie que quelqu'un nous a donnée. Alors, ce serait plutôt la société et la section 9 d'une certaine façon dans Ghost in the Shell, mais chez nous, bah, ce serait plutôt nos dieux. Enfin, Dieu, le dieu chrétien, le dieu musulman, enfin, peu importe quel dieu, ça dépend de votre religion, mais ce serait Dieu qui dit ça. L'existentialisme, bah, c'est le contraire. C'est-à-dire que toi, en tant qu'être humain, tu peux faire ce que tu veux.
Et en fait, tu apparais sur cette planète, tu n'es rien, tu es une flaque, tu ne vaux rien, mais c'est ta vie et tes expériences qui vont te déterminer comme tu l'es. Les seules réalités essentialisme que l'existentialisme admet, c'est le corps, le fait que nous ayons 2 bras, 2 jambes et une tête. Et ce qui est intéressant, c'est que Ghost in the Shell, justement, sur ce côté de l'essentialisme, eh ben, l'efface aussi, parce que les corps sont créés. Et donc ça veut dire que là, on se penche très clairement de l'existentialisme, parce que la seule partie d'essentialisme que l'existentialisme admet est effacée, parce que les corps ne sont plus en fait des corps qui sont prédéfinis, parce qu'on peut les modifier. Et ça, c'est quand même extrêmement fort. Et donc ça pose évidemment des grosses questions sur notre pensée. C'est le but d'un film de SF qui parle de ce genre de thématique, évidemment. Ensuite, après ce passage, j'ai trouvé très intéressant, après justement ce petit dialogue entre Makoto et Batu, il y a un point assez intéressant où il y a personne qui parle, mais c'est un peu Mokoto, pardon, qui observe les gens marcher, il y a de la pluie, on voit un chien déprimé, enfin voilà. Il se passe pas grand chose, il y a une espèce de petit chœurs un peu bizarres là, qui interviennent dans le film plusieurs fois, qui nous font voir une espèce d'ambiance un peu pesante, comme quoi les hommes ne seraient plus au maître de ce qu'ils font, et que finalement que les cyborgs qui se cherchent en fait leur humanité sont à peu près dans la même situation de merde que les humains à 100%. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est que on rappelle avec ce corps un peu dénudé de Mokoto au début, on le voit directement à travers une double séquence très intéressante. C'est que la séquence avec cette pluie et ces sans paroles se termine par des plans sur des mannequins qui n'ont pas d'habits et qui ressemblent beaucoup au corps de Mokoto qu'on a vu au début. Et après, on enchaîne avec une femme qui a à peu près le même corps et la même tête que Mokoto, qui se fait écraser par un camion. Et cette femme qui va être récupérée par la section 9, on apprend que c'est en fait une fabrication 100% robotique, qui a été infestée par un ghost, le ghost du Puppet Master. Alors, c'est frappant en fait ce passage parce que ça peut vouloir nous suggérer que simplement Mokoto n'est pas réellement ce qu'elle croit être, elle sent un espèce de vide, d'ailleurs elle le témoigne et elle le dit dans l'ascenseur à la séquence d'après avec Batu en disant il y a quelque chose de vide, il y a quelque chose qui me rend pas humaine, je sais pas comment me définir, j'ai l'impression d'être morte il y a longtemps. C'est un peu ces idées-là. Elle ne sait pas qui elle est. Elle n'arrive pas en fait à se déterminer, à savoir qui elle est réellement. Et cet enchaînement entre elle qui observe les humains et les cyborgs, puis ces mannequins qui sont toujours sous la pluie, qui ressemblent à son corps, puis à cette femme qui a exactement le même corps et qui se fait écraser, qu'on apprend que c'est une 100% robotique qui est en fait infestée, ça pose des réelles questions. Et on pourrait se dire, est-ce que Mokoto n'est pas aussi de cette espèce-là? Et d'ailleurs, un peu cette fusion qui est suggérée à la fin par le Puppet Master dans le corps de cette jeune femme blonde, qui n'est pas une jeune femme, vu que c'est un robot en fait, enfin, ça ressemble à une jeune femme, mais voilà, qui suggère cette fusion avec Mokoto, parce qu'ils se ressemblent et qu'il y a quelque chose qui les relie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Puppet Master, c'est pas un cyborg, c'est pas un robot et c'est pas un être humain non plus. C'est une forme d'entité formée à partir des réseaux d'information, à partir en fait d'Internet. Une idée qui est reprise dans Serial Experiment Line, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est un peu compliqué de le définir, mais de par sa propre intelligence du réseau d'information, il a pu se déterminer et s'affirmer comme étant un être humain. Ou en tout cas, si c'est pas un être humain, une forme de vie. Et donc, il fait ses demandes d'asile, enfin c'est très marrant parce que on comprend pas, en fait, les sections 6 et section 9 qui sont ensemble ne comprennent pas ce qui se passe, on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à comprendre en fait qu'est-ce que c'est que cette chose, ce robot qui a été infesté par une âme d'une personne qui n'est même pas un humain, mais qui est aussi un être virtuel, mais qui a pu créer une certaine forme d'humanité. On ne comprend plus rien. Et ça, donc, ça nous amène au projet 2501, un immense projet assez bizarre, qui est à la fois, on dirait, un peu tiré par le ministère des Affaires étrangères, par un peu la section 6, et finalement que ce projet 2501, qui a vu la naissance du Puppet Master, a un petit peu échappé aux mains de ses dirigeants et ça commence à partir un peu en steak haché parce que le Puppet Master a pris un peu les initiatives, si vous voyez ce que je veux dire. S'ensuit donc une traque, on va essayer de retrouver ce corps de la femme blonde qui a été enlevé pendant ce temps-là
par d'autres hommes qui se sont reliés à la section 6, peut-être, on ne sait pas trop. Et ils vont être traqués, Batou va en éliminer certains, et le Major va se retrouver nez à nez avec un tank qui protège un homme qui lui-même, cet homme, protège le corps du Puppet Master. Et ça va créer un merdier pas possible, et Makoto va essayer de l'échapper avec le tank qui va tirer dans ce vieux musée abandonné, et qui va s'arrêter juste au niveau de l'arbre de vie, juste avant homme, là où c'est marqué homme. Ce qui montre un petit peu que la science de l'humanité est en train que l'humanité a créé ces dernières décennies dans ce monde de science-fiction-là, ont complètement effacé les considérations passées. Et ça, c'est quand même assez fort. Mokoto essaie d'arracher le bout du tank avec son bras, ça échoue, et c'est Batou qui va le sauver. Qui va la sauver, pardon. S'ensuit du coup cette période de transfert et ces dialogues assez peu clairs entre le Puppet Master et Mokoto. Mokoto qui se fait un peu absorber là-dedans et se fait un peu disparaît. On ne sait pas trop ce qui se passe avec le Major à ce moment-là. Mais on comprend du coup tout ce que j'ai dit précédemment autour du Puppet Master. Son lien avec le réseau d'information, la fusion pour devenir un être vivant réel qui connaît la mort, la reproduction et les choses qui définissent en fait ce que c'est un être vivant. Renseignez-vous sur ce qui définit un être vivant dans la biologie, c'est très intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué quand même, mais c'est très intéressant, et justement la reproduction, ça en fait partie par exemple. Le fait de mourir, de vivre, voilà, la dégénération des cellules, tout ça, c'est à travers une suite de mots qu'on n'arrive pas tout de suite à comprendre, mais en fait ça a assez du sens quand on y réfléchit. Les hélicoptères qui sont probablement appartiennent à la section 6 éliminent les deux corps des femmes. Et finalement, quelques instants plus tard, Mokoto se réveille dans le corps à peu près similaire en termes de face, mais dans le corps très jeune d'une jeune fille, et avec Batou qui est donc qui s'est occupé d'elle, et elle s'en va avec à la fois sa partie du Major qui est toujours à l'intérieur de son Ghost, mais une autre partie du Ghost qu'on comprend assez facilement par sa dernière phrase, où je vais aller maintenant dans ce réseau d'information, c'est aussi parler à travers la voix du Puppet Master, et donc le Puppet Master et Mokoto sont dans la même entité à la fin. Et avec cette phrase, Mokoto regarde la ville de très loin, une assez belle ville d'ailleurs, je trouve, j'aime bien le design, et le film se termine un peu comme ça, en nous disant qu'est devenu Makoto, c'est un peu une combinaison des deux, la fusion a réussi d'une certaine façon, et voyez la suite. À suivre, j'ai envie de dire, et puis voilà. On se reverra du coup, et la suite elle viendra 9 ans plus tard avec Ghost in the Shell 2 Innocence en 2004. Et voilà, c'était une vidéo où j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé d'aller assez vite dans mes débits de parole parce que j'avais beaucoup de choses à dire, parce que c'est évidemment un monstre de l'animation japonaise, Ghost in the Shell. On se retrouvera du coup dans 2 semaines pour Ghost in the Shell Innocence 2, ça c'est déjà prévu, il n'y aura pas de tirage au sort, pas de petit teaser, parce que voilà, on va parler de sa suite immédiatement, voilà, ça me paraît assez logique. Mais évidemment, entre deux, il y aura les épisodes 1 à 4 de Steins Gate, comme c'est prévu. Très hâte de vous retrouver pour cette vidéo, parce que Steins Gate, c'est mon animé favori, et que j'adore en parler. Ça va être vraiment un vrai bonheur, et sur ce, je vais vous dire à plus tout le monde.